Nous venons d'assister à la deuxième plus grosse chute d'une banque de l'histoire des États-Unis en cette fin de semaine et tout le secteur bancaire a fortement baissé en bourse ces derniers jours. En effet, la Silicon Valley Bank vient de voir son cours suspendu en bourse après une forte chute et vient d'être mise sous la tutelle du régulateur américain à cause d'un bank run qui a eu lieu en fin de semaine. Il y a eu un mouvement de panique avec beaucoup trop de déposants voulant retirer leur argent en même temps et la banque n'a pas été capable de liquider assez d'actifs à court terme pour pouvoir assouvir cette énorme demande de retrait. Le régulateur américain est intervenu vendredi et a shut down la banque, l'a prise sous sa tutelle et va garantir les dépôts de moins de 250 000 dollars car la banque était FDIC insured, mais ça pose quand même plus de questions. En effet, qu'advient-il des dépôts plus élevés maintenant bloqués dans cette banque, notamment les fonds des startups, des entreprises et même des particuliers. On pensera aussi aux problèmes sur les paiements des salaires des entreprises, les fonds bloqués ou tout simplement l'argent qui est bloqué dans la banque. Donc je vous propose dans cette vidéo de parler de cet événement et d'ouvrir un petit peu le débat sur les impacts qu'on a eu avec la rapide remontée des taux directeurs, car clairement c'est aussi lié à ça comme on le verra. Donc dans la première partie, on va faire des petits rappels sur les banques, on parlera ensuite du cas précis de Silicon Valley Bank et ce qui s'est passé a priori. Et je dis a priori car clairement je ne suis pas un expert et je vous partage seulement ma compréhension en tant que passionné. Et ensuite car comme on va le voir, on a beaucoup d'éléments non plus qui ne sont pas encore connus. Et enfin, en fin de vidéo, on ouvrira un petit peu le débat sur les banques, ce qui se passe, la remontée des taux, en quoi ça les a impactés, et aussi moi, qu'est-ce que je fais personnellement par rapport à mes investissements et ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché. Alors, on va regarder d'abord ce que font les banques, notamment avec les dépôts. Bon, évidemment, c'est une généralisation et les banques peuvent faire plusieurs choses avec les dépôts, mais il y a quand même une chose qui se passe assez souvent et je vous en parle parce que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank. Donc, ce qu'elles font globalement, c'est qu'elles prennent les dépôts, donc on met de l'argent, et elles les investissent pour faire du retour sur investissement avec. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde souvent le net interest margin, et je vous en ai déjà parlé il y a longtemps dans d'autres vidéos d'analyse d'entreprise, notamment dans les banques, et en fait, on le regarde tout simplement parce que c'est un indicateur très puissant pour montrer la rentabilité des banques et clairement, il faut bien comprendre qu'une banque, elle, quand vous lui mettez de l'argent sur le compte, elle va aller le prêter pour un retour sur investissement plus élevé que le retour sur investissement qu'elle vous donne. Et c'est comme ça qu'elle gagne beaucoup d'argent. Et donc, ce qu'elle fait souvent, en fait, c'est qu'elle achète des obligations à court terme, par exemple du 6 mois, du 1 an, du 2 ans. Et donc, la banque, elle récupère au fur et à mesure, 6 mois après ou 1 an après, l'argent avec des intérêts. Et au fur et à mesure, elle peut le mettre à disposition, elle la fait travailler. Et vu qu'il n'y a pas de gros retrait, la majorité de l'argent n'est pas disponible. Il est en train de travailler pour que la banque gagne de l'argent. Et le problème, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui remontent, les obligations, elles perdent de la valeur à la revente. Et c'est ce qui fait notamment des pertes latentes dans les bilans comptables. Donc là, par exemple, je vous ai mis le graphique du TLT, et si on va le voir, on voit que là, ce qui s'est passé en un petit peu plus de 2 ans, on a perdu 40% sur des obligations là, de 20 ans. C'est-à-dire que si vous les revendez aujourd'hui et que vous ne les conservez pas à maturité, vous allez les revendre beaucoup moins cher. Et c'est cohérent puisque le rendement a augmenté et donc les nouvelles obligations émises en ce moment sont beaucoup plus intéressantes et plus rentables. Donc en soi, on va se dire, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que si on attend la maturité et que dans 1 an on récupère notre somme d'argent plus ses intérêts, eh bien c'est bon. Par contre, le problème, c'est s'il y a un gros appel de cash de la part des déposants. C'est ce qu'on appelle un bank run, quand tout le monde va retirer son argent. Par exemple, en cas de perte de confiance. Et bien là, le problème, c'est que, si vous voulez, vu que l'argent il n'est pas disponible, il est investi, il faut aller vendre des actifs pour redonner l'argent. Et ça pose évidemment des gros problèmes et ça a créé la catastrophe qu'il y a eu sur Silicon Valley Bank et c'est ce dont on va parler dans le prochain slide. Alors, juste avant de passer sur ce qui s'est passé sur la banque, je tenais à faire une petite clarification par rapport à la chaîne YouTube parce que j'ai eu plusieurs messages des DM, notamment sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à les me suivre sur Instagram. J'ai eu plusieurs DM qui me demandent pourquoi j'ai pas publié certains mercredis. Et il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, j'essaie vraiment de monter en qualité cette année. Donc, j'essaie de faire des vidéos qui sont plus travaillées, plus poussées, quitte à en faire un petit peu moins. Et la deuxième raison, c'est que je suis en train de refonder complètement mon programme sur la bourse et les finances personnelles car j'ai des engagements dessus et je tiens à les respecter. Ça me prend beaucoup de temps et je veux faire ça bien. Mais donc voilà, j'ai presque fini avec tout ce que je devais faire et je vais reprendre YouTube à fond. Sur ce, repassons sur ce qui s'est passé avec la banque. Alors tout d'abord, je tiens à le dire, je partage ma compréhension et évidemment, s'il y a des banquiers ou des gens super calés, n'hésitez pas à en dire plus dans les commentaires. Moi personnellement, je vais vous expliquer ce que j'ai compris de ce qui s'est passé et sachez qu'on n'a pas encore toutes les infos, il y a des suppositions aussi. Donc en fait, la chute de la société, elle a commencé mercredi soir, lorsque la banque a annoncé avec surprise qu'ils allaient devoir lever 2,25 milliards de dollars pour consolider le bilan comptable. Et donc on voit ici effectivement que l'action a corrigé le lendemain de 60% et ensuite le cours de l'action a été arrêté en bourse, donc la cotation a été arrêtée. Donc on voit ici qu'effectivement jeudi on a fait moins 60% et ensuite on a eu la fermeture du cours. Et donc ce qui s'est passé à la suite de cette annonce de mercredi, c'est que les clients ont fait des demandes de retrait à hauteur de 42 milliards de dépôts
en fin de journée jeudi, donc ça c'était compté jusqu'en fin de journée. Et globalement, ce qui se dit, et là encore une fois, c'est beaucoup de suppositions parce qu'on ne sait pas exactement qui a retiré l'argent, on n'a pas toutes les infos, mais globalement, il y aurait beaucoup d'entreprises dans tout ce qu'on appelle les venture capital, donc c'est les entreprises pas encore cotées en bourse, les entreprises nouvelles, les startups, etc., qui ont massivement, a priori, retiré beaucoup de fonds par peur tout simplement que la banque ne puisse pas sortir les fonds, et tout simplement, ils ont fait ça voilà, pour se protéger, sachant qu'évidemment, quand ils ont plus de 250 000 dollars, eh ben, on n'a plus les garanties de la FDIC, et donc eh ben, clairement, l'argent pourrait être bloqué pendant très longtemps, voire pour toujours si l'entreprise fait faillite. Donc a priori, il y a eu un bank run, donc encore une fois, tout le monde a voulu retirer l'argent, parce qu'on a eu une grosse perte de confiance à cause de ce qui se passe dans le bilan comptable qu'on va regarder juste après, et le fait que l'entreprise ait annoncé qu'elle avait besoin de lever des fonds. Et maintenant, vous allez me dire, et vous auriez raison, le problème c'est quoi? Car en théorie, la banque, elle pourrait très bien vendre toutes ses obligations, vendre tous ses actifs pour répondre aux demandes de retrait. Oui, mais justement, comme on l'a dit avant, les obligations, elles peuvent baisser en valeur. Et là, quand on rentre précisément sur ce qui est passé sur l'entreprise, je suis allé dans le 10K chercher les informations et je vous les résumer ici. Donc ils ont un petit peu plus de 211 milliards d'actifs, donc ça si vous allez sur Yahoo Finance, vous allez le retrouver, on est ici. Et c'est une valeur que vous retrouvez aussi directement dans le 10K, il est ici. Et donc sur ces 211 milliards, il y a 13 milliards de cash. Donc on le voit ici avec nos 13,8 milliards de cash. Ce qui veut dire que déjà il n'y a pas assez de cash pour verser les 42 milliards qui ont été demandés, comme on l'a vu jusqu'à jeudi soir. Et ça d'ailleurs, je fais un petit rappel là-dessus, c'est pour ça qu'on a déjà entendu parler dans le passé que les retraits pouvaient être bloqués dans les banques. Quand tout le monde va à la banque retirer, ils peuvent bloquer les distributeurs ou limiter à 500 euros par jour, etc. Parce que s'il n'y a pas assez de cash, eh ben, il faut du temps à la banque pour aller vendre des actifs pour retrouver du cash. Donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé, on l'a vu par le passé dans certains pays. Et maintenant, on va se dire, ok, il y a 13 milliards de cash, mais ils ont quand même 211 milliards d'actifs. Et donc, au niveau des securities, des obligations, qu'est-ce qui se passe? Et donc, si on regarde, on a 91 milliards d'obligations. Donc, en théorie, c'est suffisant. Et effectivement, on les retrouve ici. Et par contre, là, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'en fait, ces 91 milliards, c'est les obligations qui ne sont pas arrivées à maturité. Sauf qu'elles valent beaucoup moins maintenant, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, les taux ayant remonté, les obligations ont baissé en valeur. Et donc aujourd'hui, s'ils venaient à vendre ces 91 milliards pour donner de l'argent aux personnes qui réclament leur argent, en fait, ça vaudrait que 76 milliards, soit moins 17%, soit 15 milliards de pertes s'ils viennent à vendre toutes leurs obligations. Et ça, en fait, vous le retrouvez si vous allez dans le 10K, c'est ici, voilà, vous avez les 76 milliards de fair value sur les 91 milliards. Donc clairement, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise, bah, si elle vend, elle va perdre énormément d'argent, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'est ce qu'on va voir en conclusion. Donc clairement, voilà, vendre les obligations, ça ferait des pertes énormes par rapport notamment à leur revenu net. C'est une entreprise qui fait 1 à 2 milliards par an si vous allez, on va rechercher le net income, vous voyez, allez, on se balade entre 1 et 1,8 pour les meilleures années milliards. Donc ça veut dire que l'entreprise prendrait une perte de 15 milliards si elle venait à tout vendre, donc ce serait la catastrophe. Et donc c'est là qu'on arrive à ce problème du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on a des retraits massifs, les gens veulent leur argent parce qu'ils ont peur, il n'y a pas assez de cash pour le payer, donc il faut vendre des actifs, parce que l'argent il existe sous forme d'actifs dans la banque, sauf que ces actifs qu'on a mis à travailler pour justement gagner de l'argent dans la banque, aujourd'hui ils ont des fortes pertes latentes si on les revend tout simplement parce que les taux sont remontés. Et donc ce que ça fait, c'est on a une perte de confiance parce qu'on se dit ok ils ont notre argent mais l'argent a perdu de la valeur, donc on fait des retraits parce qu'on n'a plus confiance. Et donc c'est l'histoire sans fin, et clairement à la fin c'est game over, et c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est maintenant que le régulateur il intervient. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du régulateur? Donc vendredi, ils ont shut down la banque, et donc le régulateur est venu s'en mêler, et c'est normal. Donc jusqu'à 250 000 dollars, on a ce qu'on appelle le FDIC Insurance. Donc en gros, tout ce qui est 250 000 dollars, ils ont annoncé qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que lundi matin, les fonds soient disponibles. Mais ensuite, la question, c'est pour les plus gros dépôts, les gens qui avaient des millions, bon, surtout les entreprises notamment, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a beaucoup de questions, on se le demande. Et donc en fait, c'est ce qui se dit ici, la priorité du régulateur, ça va être clairement de trouver une solution pour que la maximum d'entreprises puissent accéder à leurs fonds, parce que va falloir payer les salaires, il faut que les entreprises elles survivent, et là, pour l'instant, tout était bloqué, puisque les retraits étaient bloqués. Donc là, clairement, il va y avoir un gros travail de fond. L'entreprise va certainement être gérée par une entité, par des professionnels qui ont déjà fait ça par le passé et qui savent faire ça, pour justement essayer de limiter les dégâts. Et c'est un petit peu le problème, parce que les dégâts, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et c'est là un petit peu l'ouverture du sujet que je voulais vous faire. Notamment, par exemple, donc clairement, on a vu tout le marché a baissé. Toutes les banques ont baissé. J'en ai en portefeuille, puis même les très grosses banques comme JP Morgan, ça a baissé. Même en Europe, ça a baissé. Et personnellement, je pense qu'il y a peut-être la peur d'un événement entre guillemets Black Swan, et d'ailleurs on a vu le fixe a fortement remonté. Il y a beaucoup de volatilité, tout simplement. Je pense que les marchés ont peur parce que s'il se passe un événement du type une faillite d'une grosse banque comme on a eu durant la crise financière,
eh ben, ça peut faire dévisser les marchés. Il ne faut pas oublier qu'une crise économique peut se transformer en crise financière. Maintenant, je voulais un petit peu vous parler de la Fed, donc la Banque centrale américaine, parce que clairement, la situation, elle est très compliquée et je pense qu'ils doivent se faire des nœuds au cerveau. Donc maintenant, le dilemme pour la Fed, c'est que ben, la remontée des taux, elle était nécessaire pour calmer l'inflation. Et on a vu que l'inflation a, entre guillemets, commencé à ralentir. Mais le problème, c'est que quand une banque centrale fait passer les taux effectifs, comme je vous ai mis le graphique en dessous, de globalement 0% à plus de 4,5%, bah, ça fait des gros dégâts dans tous les business, sur l'économie, sur les banques, sur l'immobilier, ça fait des dégâts forcément, puisque les taux remontent, donc l'argent coûte beaucoup plus cher, les obligations déjà achetées valent moins, on investit moins, ce qu'on appelle le risk-free rate monte, donc ça veut dire que c'est plus rentable d'acheter les obligations que d'acheter les entreprises qui vont faire des petits retours sur investissement, donc il faut remettre à jour tous les calculs de discounted cash flow, et d'ailleurs, c'est pour ça généralement que quand les taux remontent, ça a beaucoup d'impact sur les business et donc sur la bourse. Bref, on n'est pas là pour rentrer en détail sur ce qui se passe dans ces phénomènes économiques, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube. Et donc moi, clairement, je pense que la Fed va vraiment devoir y aller avec des pincettes. On va voir ce qui se passe. On a l'inflation le 14 mars prochain, donc la semaine prochaine, sur l'inflation aux États-Unis. Et je pense que ça pourrait être déterminant, c'est mon avis, surtout si on est à la baisse. C'est-à-dire qu'ils devaient encore augmenter les taux, peut-être de 0,25 à 0,5. Si ça continue à baisser, ils vont peut-être lever un petit peu le pied. Et peut-être par contre que si l'inflation remonte, eh ben, ils vont se dire, bon ben go, on y va, quitte à y aller, on fait baisser l'inflation, c'est notre priorité, mais ça aura des impacts sur les business. Donc voilà globalement ce que la Fed doit gérer pour essayer de faire la moins mauvaise décision. Je leur souhaite bonne chance, j'espère qu'ils vont y arriver parce que moi personnellement sur le long terme je veux que l'économie se porte bien et je suis quelqu'un de foncièrement positif. Cependant, clairement, c'est pas une situation simple. Et maintenant, l'investissement et moi ce que je fais dans tout ça. Donc ça fait des mois qu'on parle sur la chaîne de difficultés économiques à cause des politiques monétaires et qu'il faut se préparer. Je répète assez souvent, épargne de sécurité évidemment, ensuite sécuriser et augmenter ses revenus pour être prêt à saisir les opportunités, en tout cas évidemment si on est dans un optique d'investir sur le long terme pour se créer du capital, mais si vous êtes sur la chaîne, je pense que c'est aussi votre objectif. Et la situation actuelle, si on a vraiment des dégâts et que ça vient à impacter la bourse, l'immobilier, etc., si par exemple les taux continuaient à monter, si on avait encore des problèmes sur l'inflation, je pense qu'il va y avoir des très très grosses opportunités sur le long terme. Évidemment, ce n'est que mon avis, ce n'est pas du tout un conseil, chacun fait ce qu'il veut, et il se pourrait très bien que la bourse reparte demain et qu'on regrette de ne pas avoir acheté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'achète tous les mois en DCA, comme vous le savez. Mais même si je fais du DCA, comme je l'ai écrit ici, ça fait des trimestres que j'accumule du cash parce que je veux être prudent, parce qu'il y a aussi de l'immobilier, j'en parle assez souvent. Et donc, j'ai besoin d'avoir un petit peu de cash pour pouvoir réagir si je vois des opportunités. Et ça m'amène à ma conclusion qui est que je vais prioriser, c'est-à-dire que je vais investir encore et toujours sur des business avec de la marge et de la capacité à fixer les prix, de l'avantage concurrentiel, entre guillemets, une mode, comme on dit en anglais. Je pense à des business comme Microsoft, etc. De toute façon, vous savez les business que j'achète si vous suivez la chaîne puisque je vous en parle. Et je me suis écrit un point d'attention assez personnel, c'est-à-dire que l'immobilier, il commence à baisser, mais pas beaucoup. Et si je vois des opportunités en bourse, eh bien à un moment, je vais devoir trouver un équilibre entre les deux. Et donc ça ne fait que me confirmer qu'il faut quand même que je garde peut-être de l'apport sur le côté au cas où je vois de l'immobilier et que je monte un petit peu plus en cash à mettre en bourse, parce que si la bourse vient à baisser dans quelques semaines ou dans quelques mois, il faut que je sois capable de mettre dessus. Donc je n'ai pas prévu de baisser ma quantité de cash, je ne vais pas l'augmenter beaucoup plus, je continue à DCA, mais pour l'instant je vais clairement en rester là parce que s'il y a des opportunités, je veux les saisir parce que quand on voit les grands cracks historiques, ce sont des opportunités que quand on les saisit, on peut avoir des bienfaits sur des décennies à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, j'ai passé pas mal de temps à la préparer et franchement ça m'a aussi intéressé donc j'étais content de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ne pas rater les prochaines publications et si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous trouverez également des liens utiles en description, notamment avec des vidéos pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement de vos finances personnelles. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like et aussi vous pouvez aller me suivre sur Instagram, je suis plus disponible dessus, on peut s'envoyer des DM, etc. Et on le fait déjà avec bon nombre d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.